ça marche ou ça marche pas? J'ai fait des buts d'enregistrement, mais... Si. Ah non. Si, c'est bon. en direct. Voilà, on est certain d'être en direct maintenant. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. On vous expliquera après. Bonjour Clara. Bonjour. Donc oui, Ise est de nouveau ambassadrice pour Cube Your Life. Cube Your Life. Donc c'est un... Tu l'as pas avec toi? Va vite le chercher. C'est un objet connecté, un cube, dans lequel il y aura 80 jeux qui seront reliés avec un smartphone et on pourra jouer avec et Taper dessus. on travaille avec eux en ce moment, donc on peut taper dessus, on peut l'attraper, secouer. on peut le secouer, etc. Et ils ont demandé à Ise d'être ambassadrice pour ce jeu. Et donc la sortie c'est le 20 avril. Non, On pourra commencer à faire le Kickstarter le 20 avril pour 20 €, 25 $. C'est une plateforme de crowdfunding. Financement collaboratif. Ouais. Et donc, voilà, on est dans le projet, Ise et moi. Et Clara, elle n'est pas en reste parce qu'en fait, Clara a eu des contacts pour aller faire une conférence au mois de juillet sur la génération Z, elle et son père. Donc, on va se retrouver certainement au Luxembourg. Faire une conférence pour parler en anglais, tout à fait. Donc, vous connaissez mon accent anglais, donc c'est assez marrant. Et sinon, donc aujourd'hui, comme d'habitude, on a fait des liens. On va avoir beaucoup de liens français. J'étais gentil avec vous cette semaine. Ouais, au moins on n'a pas eu des vidéos la dernière. Comme on avait des problèmes de temps, etc., on a pris du français, c'est quand même un peu plus simple. Mais on va démarrer avec une américaine quand même. Ouais. Il y a un article français. C'est Emma Gonzalez. Alors vous en avez peut-être entendu parler. C'est la personne qui est l'égérie au combat contre les ventes d'armes aux USA en ce moment. C'est quelqu'un qui est rasé. Ouais, mais les gens qui ont dû en entendre parler, c'est avec la tuerie qu'il y a eu à Parkland. Parce qu'elle vient du lycée de Parkland. Et donc elle a 18 ans et en fait c'est elle qu'on entend toujours sur ce sujet-là. Et donc il y avait un article dans le Nouvel Obs qui était très bien parce qu'en fait il était très synthétique. C'était en 10 points qu'on l'a présenté, qu'on parlait d'elle. Et donc vous avez réagi. Alors l'un des trucs qui vous a fait réagir, je crois que c'est Clara surtout, qui va nous faire un de ces jours le même coup, c'est elle a fait un PowerPoint pour convaincre ses parents afin que ses parents la laissent se raser les cheveux. Parce qu'en fait elle a les cheveux rasés quoi, oui. tout court. Tout court. Et ses parents ils voulaient pas, donc elle a fait un PowerPoint pour les convaincre. Mais c'est quelque chose que je m'attends de la part de la génération Z au niveau des familles, que parfois il y en a qui vont le faire. Quoi. Je crois qu'on avait déjà vu un article, je sais plus quoi, d'une personne qui avait fait la même chose. Mais je crois qu'on en connaît même une. Ouais. Je crois qu'on en connaît une. On citera pas de nom, mais. Qui est partie. Oui, qui est partie, voilà, c'est ça. Je crois aussi qu'elle l'avait fait aussi, elle avait fait un PowerPoint à ses parents. Donc c'est très générationnel aussi, effectivement, il passe sur des choses comme ça. Ensuite, communication sur les réseaux sociaux. Oui, évidemment, on va communiquer sur ça, ça me paraît évident, sous contre les armes à feu. Vous avez remarqué également qu'elle dit ce qu'elle pense, c'est-à-dire que c'est très naturel. Les dernières conférences qu'on a faites, à chaque fois, tout le monde vous disait oui, mais vous êtes brut de décoffrage, vous dites tout ce que vous pensez, vous êtes franco. Et là, vous verrez que c'est la même chose. Il disait qu'en gros, elle était pleine de culot quoi, dans l'article. Et la raison de tout ça, c'est que la génération Z veut juste que ça soit juste. Et que, justement, ils sont opposés à certains hommes politiques qui sont notamment payés par la NRA, qui est le lobby des armes à feu aux États-Unis. Ensuite, on a 2 liens sur le recrutement et les générations Z et l'entreprise. On en a un, c'est les entreprises doivent s'adapter à la génération Z. Alors, moi, il y a une chose que j'ai remarqué que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais en fait, c'est une étude de 2017 et qu'on va voir l'étude, qui est une étude américaine en réalité, ou anglaise d'ailleurs, je ne sais plus. On s'aperçoit que c'est Meet the Millennium et dans lequel ils expliquent que les Millennium, c'est pas la génération Z, c'est la génération Y. Comme souvent, il y a la confusion de tous les côtés. Donc, il y a peut-être des choses qui étaient étranges pour vous, parce que je vous en ai un des points, vous me dites, c'est étrange le chiffre sur le salariat. Il y a 19% qui souhaitent devenir des indépendants, 25% aspirent à des fonctions publiques et 56% envisagent d'être salariés du privé. Donc c'est explicable si on prend dans la génération précédente. C'est peut-être simplement ça l'erreur.
Moi, j'avais mis que c'était peut-être parce qu'ils ont fait des sur des grandes écoles. En fait, l'enquête a été faite sur des diplômés de grandes écoles. Et je me suis dit peut-être que eux se voient salariés. Mais si on prend, je sais pas, les moins diplômés qui sont pas de grandes écoles, peut-être qu'ils se voient pas diplômés. Enfin, je sais pas. À mon avis, ce serait plutôt l'effet inverse. Ce serait plutôt des gens de niveau social relativement bas qui vont rester sur l'image des salariés, etc. Et les autres qui veulent être entrepreneurs, en fait. Alors, les entreprises devront monter patte blanche et afficher des standards de responsabilité et de bien-être au travail qui soient relativement élevés. Si on en parlait régulièrement, il y a le nouveau métier de Chief Happiness Officer. Chief Happiness Officer, voilà, qui apparaît. Donc voilà, on est dedans. Vous avez connu le chômage de masse et les problèmes environnementaux. Effectivement, c'est l'une des caractéristiques qu'on met sur vous après les tours du World Trade Center. 95% considérer la responsabilité écologique de l'organisation sera un critère important pour la recherche d'emploi. Donc, c'est le côté écologique de la génération Z. Il y a 95%, c'est 100% quasiment. Il n'y a rien de surprenant. Ouais, c'est impressionnant en fait. Oui, c'est impressionnant. Mais c'est quasiment tout le monde, quoi. C'est quasiment 100%, quoi, 5% près. 35% estiment que c'est déterminant dans leur décision de candidater ou non une entreprise. Donc déjà, ne serait-ce que les bruits qui existent autour de l'entreprise au niveau écolo, fera que vous répondrez ou pas à des demandes ou pas. Petite précision, lui, il est complètement conçu ici en local sur l'île. 100% l'île. Écolo. Mais écolo, c'est encore un autre débat. Mais au moins, local ne veut pas dire écolo. Local ne veut pas dire écolo. Oui, mais par exemple, t'évites déjà tous les trajets en avion et tout que ça pourrait faire. Oui, certes, mais tu sais pas les pesticides ou je sais pas quoi qui ont été trucs chimiques qui ont été peut-être déversés dans la gueule. Hein. Voilà, on n'en sait rien, mais bon, c'était simplement pour faire un petit clin d'œil. L'ambiance qui est importante également pour ces aides pour aller travailler en entreprise. 82% estiment que l'ambiance au travail sera également un critère impactant sur leur recherche d'emploi. C'est-à-dire que donc si on ne s'amuse pas en travaillant, ça ne marche pas pour vous, c'est ça ? On l'a déjà dit. On l'a déjà dit, mais bon, je reprends. En fait, c'est souvent la même chose. Évidemment, concernant les horaires, 71% sont des horaires à la carte. Il n'est pas question d'aller pointer le matin à 9h du matin. Ah ouais, ça me saoulerait. Ça, c'est bien. Oui, mais c'est ce qui se passe. Si c'est à beau de saouler, c'est pour l'instant ce qui se passe. Et on en a 62% qui apprécieraient de faire le boulot depuis chez eux, en télétravail. Enfin, chez eux. Exercer au moins en télétravail. Et même chose pour les entreprises. Alors, il y en a certaines qui vont être embêtées, plus les petites que les grosses d'ailleurs. C'est 89% souhaitent un espace dédié pour les pauses. Ah ouais, ça je trouvais que c'était génial. Genre un espace pause. Oui, ça dépend comment tu t'imagines ton espace pause. Généralement, c'est une table avec des chaises autour. Bah non. Ça suffit. Un canapé, un baby-foot. On est d'accord, donc voilà, quand on parle d'espace pause, il faut renchérir sur l'espace. Que tu fasses une pause, quoi. Ouais, voilà. Genre, tu pourrais même avoir des canapés pour t'allonger dessus, tout pour pouvoir des canapés. Je sais pas, moi je vous laisse partir dans vos. Ça peut être comme nous ils ont à la BU, tu sais, les fauteuils qui font de la musique. Genre toi t'entends la musique, mais les gens autour ils n'entendent pas. Les bulles musicales. Je connais pas. Ils ont pas ça au coworking ? Oh là, il faudrait avoir ça. Allez. Donc ça c'était un lien qu'on avait comme ça, donc on trouve beaucoup de généralités qu'on entend souvent. Alors le second était un peu dirigé différemment, vous avez relevé moins de trucs, mais qui me semblent tout aussi intéressants. L'article c'était la génération Z sur le marché de l'emploi, une génération qui sait où elle va. La première chose c'est 18-35 ans, c'est pas la génération Z, on en est loin. Ouais, en plus c'était Air of Melty, non ? Celui-là. Je crois que c'était Air of Melty. Et en général, ils sont bien. Ils se plantent pas sur les dates et tout. Ça m'a surpris que là, c'est le stagiaire. C'est le stagiaire, comme dirait Innocent. Non, mais ça m'a étonné. Genre, parce que je sais qu'en général, Air of Melty, ils sont pas trop mal, justement, sur Génération Y et Génération Z. Mais...
Enfin bref, donc on a quand même retrouvé des informations qui sont intéressantes. Alors donc il faudra remodeler les chiffres éventuellement. 68% se voient travailler à l'étranger. Donc peut-être un peu plus. Donc il y en a une qui a mis carrément. Je crois savoir qui c'est, mais l'autre aurait pu le mettre également. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Genre, moi, je trouve que c'est normal. Enfin, Et toujours. C'est pas moi qui me carrément. Non, c'est clair. non, c'est moi. Et toujours dans l'esprit, travailler réellement à l'étranger. C'est-à-dire, c'est pas aller faire un stage. C'est pas Bah non, aller c'est faire tu vas autre un mois, an, c'est 2 ans. réellement s'installer Ouais. pour vivre à l'étranger. Ouais. Moi, mais je le précise parce que beaucoup de gens disent oui, vous les mettez faire un stage ou une formation, Oh non. aller suivre des choses comme ça, ils seront contents. Mais non, il faut réellement aller vivre. Ouais. Il y avait un point là qui m'intéressait moi, que vous avez développé d'ailleurs, la volonté permanente d'apprendre, de voir et d'aller plus loin, qui est donnée sur cette génération, et aussi bien par de la formation et du do it yourself. Bien. Hein. C'est bien. Et donc effectivement, on s'en aperçoit pas beaucoup en tant que dirigeant d'entreprise, etc. Mais c'est vrai que vous êtes une génération qui est toujours à la recherche d'apprentissage dans différents domaines. Et donc, formation, je dirais que c'est même pas beaucoup parce que vous êtes tellement autodidacte que pour aller en formation, c'est assez compliqué. Et il y a les MOOC ou des choses comme ça. Toi, tu fais un MOOC par exemple. Bah, même par exemple par rapport au. En fait, moi ça m'a fait penser à. Parce qu'après, il disait par rapport au do it yourself, ça me fait penser au tricot, etc. Bah, que j'apprends grâce aux vidéos sur YouTube ou grâce aux magazines que j'achète où il y a les patrons, des trucs comme ça. Du coup, enfin, j'ai jamais été prendre un cours de couture chez un couturier ou quoi que ce soit, quoi. Et toi, tu avais fait déjà une conférence sur l'apprentissage des langues en ligne plutôt qu'en formation. Bah donc, là, actuellement, ce que j'apprends en ligne, j'apprends les langues toujours. Et j'apprends aussi à coder. le codage Le internet. codage, tu trouves en ligne. Ou après, bah après sinon c'est des. Mais en fait, je me rends pas compte parfois C'est que j'apprends en ponctuel, c'est ligne. naturel. En fait, il y a des trucs. Ouais, tu c'est sais, genre, normal. je sais pas si je recherche comment faire telle chose, en tant que tel, j'apprends en ligne. Bah ouais. Mais je me rends pas compte parce que c'est juste, oh bah tiens, j'ai besoin de faire tel truc, comment on fait? Ouais, je suis d'accord. Et du coup, en fait, c'est tellement naturel. Tu vois, quand j'apprends une langue ou quand j'apprends à coder, je m'en rends compte parce que je vais spécifiquement sur tel site, parce que ça me fait une progression, ça me fait comme un cours. Mais je pense que c'est très naturel et on le fait sur beaucoup de choses. Et il y a peut-être des gens qui vont dire non, moi j'apprends pas en ligne. Et si tu les observes pendant une semaine, tu vas te rendre compte qu'en fait, bah si, ils apprennent plein de trucs en ligne. Mais c'est comment en fait, quand j'ai eu le truc, j'ai fait, bah c'est vrai en fait, on dit it yourself. Quand tu regardes des vidéos YouTube et tout, en fait, t'apprends, mais en Bah, réalité. quand t'apprends des trucs de tricot ou quoi, t'apprends. Ouais, mais t'as pas l'impression d'apprendre aussi. C'est pas apprendre comme au collège. Ouais, mais alors est-ce que ce serait pas le collège qui serait le problème, justement, qui nous donne pas On y envie reviendra, d'apprendre? je crois, On y après. reviendra Je crois après. qu'on y reviendra, qu'il y en a quelques liens sur l'enseignement et l'éducation. C'est le lycée. C'est le lycée en l'occurrence, mais il y en a même qu'on peut généraliser en disant c'est pas seulement le supérieur. Alors, il y a un autre point en fait qui a dû vous réjouir toutes les deux. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a amusé, c'est parce que c'est vrai que ça va à l'encontre des idées qu'ont les adultes de votre comportement dans la vie en général. Il est faux d'estimer que les moins de 25 ans ne peuvent pas se séparer de leur smartphone. Donc ça, moi, je le dis régulièrement en disant ils ont une hygiène de vie qu'on n'a absolument pas nous. On leur reproche d'être toujours sur leur smartphone, mais en réalité c'est faux, ils savent très bien se débrancher du smartphone. Et là, ce qui s'est expliqué dans l'article, c'est que les jeunes font effectivement beaucoup de choses via leur mobile, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent effectivement, et beaucoup mieux que nous en règle générale, et donc le mobile et le digital en général. Ils n'en oublient pas pour autant l'essentiel dans le monde réel, bien au contraire. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, je n'ai pas répondu à une interview, rien du tout, mais ça correspond tout à fait à mon discours. Ouais. Donc vous, je sais que ça vous réjouit d'entendre ça, donc je sais pas, une réaction, ce que vous voulez dire de plus. Non, pour une fois, c'est bien, oui. Fois, il les soulevait, quoi. Il s'est pas dit, ouais, de toute manière, ils sont que accros à leur portable, ils sont tout le temps dessus, ils font rien d'autre que ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, autre point qui conforte un petit peu tout ce qu'on raconte en règle générale sur la génération Z, c'est en comparaison avec la génération Y. Donc la génération Z va plus loin que la génération Y en ce qui concerne les aspirations professionnelles et ses revendications. L'appartenance à un écosystème, à une entreprise qui véhicule des valeurs. Je prends un exemple, je reviens sur l'histoire du cube. Ise était d'accord sur le cube parce qu'en fait il y avait plein de valeurs qui étaient tout autour qu'on retrouvait. Sinon t'aurais dit non, quoi. Si c'était pas comme. Si c'était un petit truc qui venait de Chine, t'aurais dit quoi? Bah non.
Voilà, déjà il y avait des valeurs qui n'étaient pas respectées pour ISE. Non, mais c'est en fonction déjà du produit, si ça m'intéresse réellement, parce que si c'est un produit que j'y crois pas déjà, ça sert à rien de. Enfin, tu vois, si toi-même tu crois pas en produit, ça sert à rien d'être ambassadrice et de les aider. Si c'est pas fait avec les valeurs que tu veux et ce que t'aimes bien, ça sert à rien de les aider, quoi. Enfin, c'est bête, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et donc, ce qu'il disait dans l'article, c'est la génération Z ne rompt pas avec ses prédécesseurs, mais elle apporte en fait ses propres codes et ses propres valeurs par rapport au travail, au métier, par rapport à l'entreprise, Ah, etc. ça, c'est pas faux. Ouais. Genre, parce qu'on dit souvent que c'est une grosse. Enfin, qu'en gros, c'est une rupture et que ce qu'on veut faire, c'est juste, dit un peu vulgairement, emmerder les générations précédentes. Mais en fait, je pense pas que c'est le cas. Nous, on le fait juste avec notre Ouais. manière de fonctionner et. Normal, quoi. Voilà. Et le dernier point de l'article, qui n'est pas. Enfin, moi, je le transformerai un petit peu, parce qu'ils disent comme ça que la génération Z pense collectif avant tout. C'est pas seulement que vous pensez collectif avant tout, c'est que vous pensez aussi pour les autres avant tout. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement pour un gros collectif. Ouais. La notion de communauté, c'est un terme que j'aime pas en plus, mais la notion de communauté, vous l'avez pas, vous travaillez pour des gens, ou vis-à-vis des gens principalement. Donc ça, c'était le côté recrutement, entreprise et tout ce qui va avec. On va allumer peut-être un petit peu la lumière parce que sinon on va paraître tout pâle. On va paraître tout pâle. J'avais raison, là, ça va être un débat avant de commencer en disant est-ce que ça irait ou pas. Oh là, voilà. La lumière fut. On va être tout rouge là maintenant, c'est bon. Ouais, c'est bon, et moi je luis comme d'habitude. Alors là, on va avoir 3 liens sur l'éducation, l'enseignement, etc. et la génération Z. Le premier, c'est à l'université de Gand, donc pas loin d'ici. Ils ont piégé, oui, en Belgique, ils ont piégé les étudiants avec une expérience inhabituelle. Qui raconte ce qu'était cette expérience? En gros, ils ont pris 3 profs dans 3 matières différentes, 3 disciplines différentes, et les profs ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Enfin, très discutables. Voilà, très discutables. Les étudiants pouvaient les remettre en question en disant non, moi je suis pas d'accord avec vous, je pense plutôt que c'est le contraire. T'avais la théorie de Darwin par exemple qui remettait en question. Ouais, il y avait ça, et après c'était des trucs par rapport aux étudiants, je sais plus exactement. Il y avait un truc sur l'informatique. Il y en a une qui dit de toute façon, grosso modo, vous êtes nuls comme étudiants, vous valez rien, vous êtes. C'est le discours habituel des profs. Vous savez rien faire. Mais c'est le discours habituel des profs, ça, non? Je sais pas, je suis pas à la fac. Allez, et donc en fait, ça réagissait beaucoup parce que les étudiants, réagissaient. L'article disait oui, mais pourquoi les étudiants se réagissent pas, pourquoi ils interviennent pas, etc. Ouais, en fait, les étudiants n'ont pas réagi au truc. En gros, ils ont dit, on voyait très bien que il y en a qui faisaient un peu la moue ou quoi, qui n'étaient pas d'accord, mais ils ont rien dit. Et donc vous dites, c'est normal que les étudiants ne réagissent pas vraiment. On apprend que les profs ont toujours raison. Et l'esprit critique n'a jamais été développé dans notre enseignement. Alors les 3 trucs, il y avait un professeur qui affirmait que tout n'était pas forcément exact dans la théorie de l'évolution de Darwin. Après il y avait une autre qui disait que les étudiants étaient devenus les esclaves de leur smartphone, et le dernier qui disait que les étudiants n'étaient pas créatifs, n'avaient pas d'idées et étaient incapables de mener à bien un projet d'entreprise. Voilà, donc mais c'est des discours en plus qui traînent, qui rodent, etc. Et alors moi je sais que pour avoir été enseignant en université, quand on dit quelque chose, si on demande aux étudiants ce qu'ils en pensent ou de réagir, c'est relativement compliqué, parce que effectivement il y a cette notion de prof. Moi, un jour j'avais dit à des étudiants, moi je vous donne mon point de vue, mais d'autres enseignants peuvent avoir un point de vue différent. Et comme quoi c'est ancré dans la mentalité des étudiants, mais pas de maintenant seulement, la réponse avait été mais monsieur, lequel on doit croire? Et c'était pas une histoire de croire ou pas croire, c'était une histoire de se faire son idée, sa propre idée, et de se mettre son curseur au niveau où on voulait. Non, mais on nous apprend pas à faire ça à l'école. On nous apprend que le prof il parle, et ce qu'il dit c'est vrai, et tu crois ce que le prof il dit, et voilà. Et de toute manière, ce qu'on te demandera dans ta copie, ça va être de redire ce que le prof dit. Et si tu dis autre chose, ça va être faux. Ouais, mais je crois que c'est assez vrai. Moi, c'était l'une des raisons. J'y reviendrai aussi parce que pour un autre point qui a été cité, ça revient. En fait, j'étais le premier en France à faire le cours avec Twitter et des étudiants, et c'était la raison pour que ça mette en doute le jugement que moi je pouvais avoir. C'était sur des sujets par rapport à Internet,
En fait, ce qui se passait les années précédentes, c'était un PowerPoint que l'étudiant faisait, qui nous présentait, et ils avaient mon jugement à moi, qui était partiel, puisque il n'y avait que moi qui donnais mon avis. Tandis que si je transférais le cours en même temps sur Twitter, il y avait l'avis de tous les internautes qui pouvaient suivre le cours, qui pouvaient rentrer en jeu. Et donc ça rétablissait une certaine vérité, parce que moi j'étais, comme souvent j'étais un peu extrémiste et tout, pour les faire réagir, mais parfois ça ne réagissait pas. Et donc ce qui était donné comme 3 points pour tous les élèves, c'était mettre en doute ce que En le gros, prof pourquoi les étudiants n'ont pas réagi? Il y avait 3 raisons qu'ils ont dit dans l'article. mettre en doute ce que le prof dit, oser le dire au professeur, et le 3e point, oser s'affirmer et le dire devant un public. Devant un auditoire qui était en désaccord. Qui était en accord ou en désaccord. Non, en désaccord. Affirmer son désaccord devant un auditoire. Oui, mais c'est son désaccord en soi, oui, d'accord. donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un problème parce que les étudiants en France sont pas du tout habitués à ça. Je sais pas si dans d'autres On ne pays... peut pas faire des débats ou quoi, tu vois. Par exemple, tu ferais des débats, tu aurais 2 opinions différentes qui se confrontent, et ni l'une... Enfin... Oui, et tu dois avoir ta propre opinion. On ne développe pas l'esprit critique de toute manière. On y reviendra dans le 3e pour le 3e point, 3e lien. Je vais y arriver, parce qu'on va rencontrer le même problème. 2e lien, toujours par rapport à l'enseignement, etc., c'était les cours magistraux, leur efficacité remise en cause face à des méthodes d'enseignement plus actives. Et là, c'est une bataille de chiffres, en fait. Les étudiants qui suivent des cours magistraux ratent plus facilement leurs examens que ceux qui suivent des cours plus stimulants selon une méthode pédagogique active. Alors moi je me méfie beaucoup de ces choses comme ça parce que ça veut dire quoi méthode pédagogique active, qu'est-ce qu'on met dedans, on ne sait pas trop quoi. Donc je veux bien qu'on nous sorte des chiffres comme ça, mais j'aimerais bien savoir quelles sont les autres méthodes qui sont mises en place. Ah mais t'as pas mis l'exemple que je t'avais dit? Qui était? Avec Camus. Et où est-ce qu'il est Non, tu ne l'as pas noté. Ah oui, exact, je l'ai zappé. Excuse-moi Clara. Ça va, Non, il est là. C'est pas dans celui-là, c'est dans l'article du dessus. Ah, pardon. Voilà. Parce que justement, dans ces trucs-là, on n'avait pas trop de. Bah ouais, c'est ce que je me disais, c'est bizarre. Et même chose, alors vous trouvez que les chiffres sont impressionnants parce que, en fait, ils expliquaient qu'avec ces nouvelles méthodes pédagogiques, alors en plus c'est un discours récurrent pour moi, ça fait très longtemps qu'on entend ça, alors utiliser ma méthode, on marchera mieux, on va faire de la syllabique au lieu d'une autre méthode pour apprendre, etc., etc. Et les résultats sont phénoménaux. Faut arrêter, je crois, quelque part, ou alors donner tous les éléments complets de A à Z, de savoir avoir des couches d'ensemble de population qui soient énormes pour vérifier les chiffres, parce que là, par exemple, on gagnait 1 point sur la moyenne générale. Même, on ne savait pas si c'était un échantillon d'étudiants, si c'était les meilleurs que tu avais mis ou quoi que ce soit. Oui, non, je suis d'accord. C'est ce que je veux dire, on sait pas si c'est... Et dans quelle matière... Tu sais pas si c'est 30 personnes, 500... Ouais, parce que si tu as pris les 30 meilleurs, c'est sûr qu'ils vont avoir un point au-dessus de la moyenne, quoi. Oui, ça dépend des élèves, ça dépend de la manière dont c'est enseigné, ça dépend comment ta méthode... Et puis ça dépend aussi de la matière. Je prends l'exemple du Twitter tout à l'heure. Twitter, j'ai pu le faire parce que j'avais certaines conditions vis-à-vis des élèves qui me permettaient de le faire. Je ne l'aurais pas fait avec toutes les classes. Donc voilà, c'est aussi des choses comme ça. Et on arrête de jouer avec les stylos, ok, voilà. Parce que je rejoins, tu vois, on va faire la liaison. Là, je sais que tu t'embêtes parce que dans un amphithéâtre, pendant un cours magistral, on peut tout faire. Dessiner, jouer sur son PC, lire des articles plus ou moins intéressants, et même dormir. Et tu m'as ajouté, c'est exactement ce que je fais actuellement. Je prépare l'émission en écoutant le cours. Donc voilà, donc... T'es sérieuse? Ah oui, mais elle le dit, elle est honnête. Bah non, mais il y en a qui jouent à la belote quand tu regardes dans les amphis. Il y a ceux qui trient leurs photos, ceux qui jouent à la belote, ceux qui font je sais pas quoi, mais qui sont sur leur ordi. Il y a ceux qui regardent les séries. Oui. Et il y a même ceux qui regardent les séries en sous-titré, comme ça ils n'ont pas d'écouteurs. Et moi c'est pas nouveau parce qu'en fait l'une des raisons également de mon cours dans Twitter, c'est que justement faire une présentation PowerPoint et faire qu'on présente un sujet, j'avais un étudiant qui travaillait et quasiment tous les autres qui faisaient d'autres trucs. Ils me l'ont avoué après en me disant oui, on faisait les devoirs de maths, on préparait tel ou tel truc, je ferais expliquer un cours à quelqu'un, etc. Mais donc il y en avait un qui travaillait et les autres ne faisaient rien du tout. Et moi, le fait de faire du cours dans Twitter, j'étais obligé de faire la prise de notes dans Twitter, c'était visible. En plus, je pouvais le vérifier facilement. Et donc, ils écoutaient tous maintenant
ce cours-là, alors qu'avant, ils écoutaient rien du tout. Troisième lien, y a-t-il une place pour la coopération et la créativité au lycée? Alors ça, c'est encore un autre problème. Alors là, on a parlé de l'aide personnalisée, ce que vous avez eu à un moment, c'est l'AP, voilà, à pas confondre. Je savais même pas que c'était aide personnalisée. Pour moi, c'était AP, point barre. Mais j'ai pas compris quand ils ont parlé d'AP, ça date d'il y a longtemps. Mais ça. voilà, donc voilà, est-ce que tu as fait tout ça, tout ce qu'ils disaient dans l'AP? Non, je te rassure, tu ne l'as pas fait. En AP, toi, tu faisais quoi? Tu faisais rien. Enfin, si tu faisais des. Mais c'est comme module. Nous, on avait module maths, module. Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, c'était encore différent. On faisait de la méthodo. Oui. Ah non, moi, c'était encore différent. Non, on AP au collège. Ouais, on faisait des exercices. Moi, je me souviens, on faisait les cartes de géographie en AP, alors que c'était censé être en cours d'histoire géo. Là, ce qui est indiqué, c'est qu'on tombe sur le truc de tout à l'heure, le discours de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un enseignant peut-être qui pratique l'AP de cette manière-là, donc qui est intéressante, mais c'est pas la majorité. C'était grave bien. Oui, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Cette forme d'apprentissage permet de développer des compétences essentielles, telles que l'autonomie et l'esprit critique. Il y en avait en AP, vous appreniez à faire vos devoirs aussi, ou à apprendre. Ouais. Je me rappelle, il y avait des leçons, des trucs comme ça. Peut-être on a fait une fois des cartes mentales, mais une fois quoi. C'est nullement contradictoire avec un enseignement traditionnel plus frontal. Non, en AP, t'apprends à faire une disserte et tout. Il t'explique, c'est ça. Mais alors par contre, vous notez tout de suite que tout ce qui est art plastique, théâtre, musique, etc., c'est à l'arrière-plan, on ne s'occupe pas. Dans l'article, mais de toute manière, en France, on ne va pas au lycée pour apprendre, pour l'ouverture d'esprit, pour la créativité. Ça, je sais qu'il me l'a dit. On va au lycée pour avoir son bac. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est on bachote les profs, ils nous le disent. Quand je suis arrivée en seconde, ils nous ont dit le bac, il nous l'a dit en nombre de mois. Parce qu'en fait, il a enlevé les mois de vacances et tout. Il nous a dit le bac, je crois que c'était dans 30 mois ou un truc du genre. Il nous a fait le bac, c'est dans 30 mois. Mais en plus, on était en seconde, on venait d'arriver, Tu dis ça par rapport au lycée, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en BTS, on va dire exactement la même chose. On va travailler pour l'examen, pour le BTS. Tu travailles pas pour apprendre, pour faire de la culture G ou quoi, tu travailles pour ton examen. Et toi, tu trouves que c'est énorme, justement, le prof qui en a AP, là, il avait proposé à ses élèves de réécrire l'histoire de Meursault dans les trajets de Camus, simplement à base de photos d'Instagram. En gros, je pense qu'ils ont dû faire un compte Instagram et tu sais, refaire l'histoire depuis le début au fur et à mesure. C'est grave cool. Ouais. Moi, je trouve que en plus, c'est sûr, tu dois un peu imaginer, être créatif et tout. En plus, tu te rappelles grave bien de l'histoire. Du coup, tu la connais par cœur à la fin. Tu te souviens moins des éléments principaux, quoi. Voilà, donc c'est des pistes qu'on peut donner effectivement pour l'enseignement, mais est-ce qu'ils sont suivis ou pas? Il n'y avait pas que cet exemple, mais je trouvais que c'était le meilleur dans l'article. Mais est-ce qu'ils sont suivis ou pas? Moi, je crois qu'ils sont pas beaucoup suivis. C'est l'arbre qui cache la forêt qu'on nous ressort régulièrement. C'est comme il parlait des TPE, mais en réalité, les TPE, il disait des groupes de 3-4 personnes. Quand t'es à deux, les deux travaillent, mais quand t'es 4, il y en a un qui travaille plus que les autres. Ah, mais c'est le problème de la gestion de travail de groupe. Mais après, le truc, quand t'es à deux aussi, c'est que tout le monde est d'accord avec tout le monde. Enfin, tu vois, il n'y a pas de petits conflits entre les gens. Allez, autre lien qu'on a, c'est pourquoi de plus en plus de gens téléphonent en mode haut-parleur. Alors ça m'intéressait. Alors vous n'êtes pas d'accord toutes les deux. C'est dommage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là pour le traiter. Donc ça dépend, il y en a une qui me dit ça dépend où je suis, qui m'appelle, mais c'est vrai que les appels visio ont changé complètement toute la donne également par rapport à ce qu'ils disaient dans l'article, mais c'est pas faux. Alors c'est là que je pense que vous allez vous opposer, c'est qu'il y en a une qui m'a dit oui mais téléphoner en mode haut-parleur ça revient à la même chose que de discuter avec un copain dans la rue. Parce qu'elle dit les gens ils râlent que ça les importune, que ça fait du bruit. Et je suis désolée, si je suis dans la rue, que je suis à côté d'Iseux, que je lui parle, ça fait autant de bruit que si j'ai un téléphone en haut-parleur. Ah si, non, vous n'en apercevez pas, ça fait pas le même bruit. C'est si. Non. Après moi ça dépend. En plus, moi je préfère franchement, en tant que tel, quand je suis à la maison ou quoi, et que je suis dans un truc calme, parce que en fait, moi je sais pas, j'entends pas bien, et du coup quand je suis dans la rue, quoi, je mets mes écouteurs, parce que sinon, je suis là à chaque fois, tu viens de dire quoi, j'ai pas compris, tu peux répéter, du coup je mets mes écouteurs parce que c'est plus simple, mais quand je suis à la maison, j'ai plutôt tendance à rester en haut-parleur, parce que, je sais pas, c'est plus loin de mes oreilles et tout, j'ai l'impression sinon je les abîme mes oreilles. Oui, c'est ce que tu rajoutes après, en disant les écouteurs, déjà ça m'évite les ondes, donc là il y aura un problème sur les smartphones. Et tous les écouteurs, à chaque fois c'est pas bon obligatoirement pour les oreilles, donc je protège mes oreilles au passage, quoi. Non, mais moi par exemple le téléphone, ça dépend vraiment
Moi, la maison, ça dépend où et quand. Et il disait, c'était si aussi tu faisais un autre truc. Par exemple, quand je suis en train de mettre à table et qu'il faut que j'appelle Clara pour qu'elle vienne manger, bah, j'ai tendance à le faire à chaque fois en haut-parleur. Bah Parce ouais. que comme ça, je peux faire un autre truc. Quand je suis à la cuisine, Oui, mais j'appelle t'es facilement en pas dans haut-parleur. la rue. Là, on parlait d'être dans la rue. Bah ouais, bah, dans la rue, s'il y a vachement de bruit, si je suis en plein centre T'entendras de ville, rien. et ben si t'entends mieux avec le haut-parleur que sans haut-parleur. Et ben voilà, on est arrivé à 18h30. Donc il nous restera un lien qu'on fera la prochaine fois. Parce que le deuxième, vous avez été allergique à Il te reste 50 secondes. ce lien. 40. Donc je vous dis, en prenant mon temps, parce qu'il me reste 30 secondes maintenant, bonne fin de journée, bonne semaine, et à dans 15 jours. Au revoir.